bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, et merci Richard d'avoir accepté encore une fois d'animer un atelier sur le recadrage. C'est peut-être pas le dernier. C'est ça, peut-être pas le dernier justement. Et donc, sans plus attendre, je te laisse commencer parce que j'ignore totalement de quoi tu vas nous parler. J'ai bien quelques idées, mais pas suffisamment que pour lancer l'histoire. Donc, vas-y. Rassure-toi, moi aussi j'ignore totalement de quoi j'ai parlé. Non. Alors, je sais pas s'il y en a qui étaient là lors du premier atelier sur le recadrage que j'ai fait. Il n'y a pas de nécessité d'avoir suivi celui-là. De toute façon, si vous avez des bases, je vais juste rappeler deux, trois petits points de façon à ce qu'on soit d'accord sur le recadrage. Notamment un premier point. Donc, le premier point, c'est que le recadrage, on vous montre le livre, hein. Tout le monde connaît ce livre sans doute, hein, le recadrage, Reframing. Ceux qui l'ont lu, ou celles qui l'ont lu, enfin je dis ceux ou celles qui l'ont lu, ou qui ont travaillé sur le recadrage, ont pu, comme moi d'ailleurs au départ, trouver ça extrêmement confus. Et si vous avez trouvé ça extrêmement confus, c'est parce que c'est extrêmement confus. C'est pas juste vous. Donc c'est extrêmement confus pour un certain nombre de raisons que je vais juste rappeler ici. C'est que ce que ce que Grinder et Bandler appellent le recadrage, en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est une appellation unique pour des choses différentes. Et deuxièmement, c'est qu'on voit pas pourquoi ça s'appelle recadrage dans la mesure où la notion de cadre n'intervient jamais. On ne sait pas, il n'en parle jamais du recadrage, de la notion de cadre et de la notion de cadrage. Alors, ça a probablement une origine historique. Une origine historique, tout simplement parce que quand ils ont commencé à s'intéresser à Bateson, qui était prof à l'université Santa Cruz, et que Bateson a commencé à s'intéresser à leurs travaux, puisqu'il avait fait la préface du premier livre. En fait, Bateson avait déjà travaillé, était déjà en train de travailler avec le MRI, le Mental Research Institute, avec Václavic, Wakeland, etc., Jackson, et tous ces gens-là. Et lui et eux travaillaient énormément sur le recadrage, mais vraiment sur la notion de cadre, dont je vais parler. Or, Bandler et Grinder ne travaillaient pas sur cette notion de cadre. Du moins, ils ne travaillaient pas du tout de la même façon que Palo Alto ou que Bateson travaillait dessus. Donc, je vais donner quelques éléments pour cadrer la discussion. Le premier élément de cadrage, c'est un élément lié aux différents types de recadrage. C'était ma conclusion, une de mes conclusions la dernière fois, différents types de recadrage. Vous avez certainement, si vous avez fait la formation PNL, entendu parler du recadrage de sens, du recadrage de contenu et éventuellement du recadrage de contexte. Entre ces trois recadrages, en fait, on s'y perd complètement, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc, je vais vous indiquer ce que Bandler et Grinder entendaient par là. Donc, la première, le premier recadrage dont il parle dans le livre, c'est le recadrage de contenu et le recadrage de sens et le recadrage de contexte. Et ensuite, ils vont au recadrage de contenu. Donc, qu'est-ce qu'un recadrage de contenu? C'est tout simplement un recadrage lié au contenu de ce qui est dit. Donc, c'est l'un ou l'autre, c'est soit un recadrage de contexte, soit un recadrage de sens. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent recadrage de contenu, c'est tout simplement un recadrage lié à l'interprétation. Le contenu pour eux, c'est l'interprétation, c'est-à-dire la signification. Donc, j'insiste sur cette notion parce que la signification, ça n'a pas le même sens, justement, pour le recadrage palo-altien. D'accord? Donc, quand Bandler et Grinder, je répète, parlent de recadrage de contenu, en fait, ils disent simplement que pour eux, le recadrage, c'est réinterpréter soit un énoncé, soit une situation. C'est ça, c'est herméneutique. Si vous connaissez le mot herméneutique, c'est herméneutique. C'est-à-dire, c'est produire une nouvelle interprétation. Cette nouvelle interprétation, elle est soit liée à la signification qui a été donnée ou qui va être donnée à des énoncés, des paroles. Donc, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, il y a une personne A qui a dit quelque chose à une personne B, la personne B l'a vécu de manière problématique,
Et on va faire un recadrage en donnant différentes significations possibles de ce qu'a dit la personne A. Et élargir donc le nombre de significations possibles, dont certaines ne seront pas problématiques. D'accord? Ça, c'est le recadrage de sens, qui est un recadrage de contenu, je maintiens. C'est-à-dire, ici, le contenu, ce sont les phrases. Ce que Bandler appelle le contenu ici, ce sont des phrases, des énoncés. Deuxième type de recadrage dont il parle, c'est le recadrage de contexte. C'est-à-dire, un énoncé ou un comportement a une signification dans un certain contexte, et on cherche un autre contexte différent pour qu'il ait une autre signification. D'accord? Ici, le contenu, ce n'est plus les énoncés, c'est le comportement et le contexte. Donc, on va donner d'autres contextes. Par exemple, on va dire, un exemple que j'ai souvent, quelqu'un va dire, mais moi, je veux absolument ressentir mes émotions et mes sensations de manière intense. Et on va lui dire tout le temps, oui, tout le temps, même chez le dentiste, ah, peut-être pas chez le dentiste. On va prendre un contexte, on va changer, on va garder le comportement ou l'objectif, et on va, ce qu'on fait souvent d'ailleurs, normalement, en formulation d'objectif. On va vérifier que l'objectif, il est contextualisé correctement. Donc, je fais une synthèse, hein. Donc le recadrage de contenu, c'est tout simple, ça dépend de ce qu'on appelle le contenu. Bandler et Grinder sont particulièrement flous par rapport à ça. Le contenu, ça peut être soit des phrases, des énoncés, ça peut être aussi des comportements et des contextes. Si ce sont des phrases, on a une nouvelle signification, et ça, c'est purement herméneutique et c'est un recadrage de sens. Et le recadrage, ce qu'ils appellent le recadrage de contexte, c'est un recadrage qui est lié à un contexte différent, mais avec les mêmes énoncés ou les mêmes comportements. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Voilà. Donc ça s'arrête là en fait. Alors ce qui pose problème ici, c'est évidemment deux choses. La première, c'est que le recadrage de sens, ça n'a pas de sens, si je peux me permettre. C'est-à-dire que le sens, il est aussi bien en jeu dans les énoncés que dans les comportements. Simplement, il n'est pas produit de la même manière. Dans les énoncés, dans ce qu'on dit, le sens est produit par ce que je vais appeler, à tort, mais je dirai pourquoi tout à l'heure, le décodage de ces énoncés, c'est-à-dire la compréhension de ces énoncés. Le sens, quand il s'agit d'un contexte différent, il n'est pas produit par la signification de phrases, même si ce sont des énoncés, même si on dit la même chose mais dans des contextes différents. Il est produit par la relation entre le comportement, qu'il soit verbal ou non verbal, et le contexte. Donc je maintiens ça parce que ça c'est fondamental pour comprendre ce que c'est qu'un recadrage, au sens palo-altien, et pour comprendre les limites du recadrage en PNL. Dans le recadrage dit de contexte, la signification n'est pas liée, même si c'est quelque chose de linguistique, n'est pas liée à la signification de l'énoncé, elle est liée à la relation que l'on peut faire entre l'énoncé et différents contextes dans lesquels cet énoncé est produit. Tout simplement. Donc c'est bien un sens relationnel. Une petite question par rapport au comportement. Est-ce que tu entends le comportement, ce que je peux voir, observer, ou le comportement... Ce que je peux faire aussi. Ce que je peux faire, ce que je peux voir, ce que je peux observer, c'est-à-dire un comportement non verbal. Ce qui est verbal et non verbal. Par exemple, si il n'y a pas besoin de faire du verbal pour communiquer, et si j'ai un comportement non verbal, par exemple, qui consisterait à lever les yeux au ciel, comme ça, bon, ben, selon les contextes, je vais donner un petit exemple très simple qui me vient à l'esprit. Je voyageais en Grèce, je vais pas raconter ma vie, je voyageais en Grèce en stop il y a très très longtemps, dans les années 80. J'avais appris un peu à parler le grec, ce qui me permettait d'acheter beaucoup moins cher et de lire les prix. Et donc je vais à Corinthe et je demande, et en grec, oui, ça se dit né, et non, ça se dit oish. Et je vais prendre un bus, je demande en grec si ce bus va à Nopli. Et là, je vois le contrôleur du bus, ou je sais pas si c'est le chauffeur qui me fait oish. Bah, je prends mon ticket et je monte.
Et puis là, je vois qu'il n'était pas d'accord, il voulait pas me laisser monter. Je lui demande si le bus va à Nopli. Il me dit, oh, oui. Eh ben, je lui dis, ben, moi aussi, je vais à Nopli. Et il me dit, né. Ah ben, j'ai dit, et en fait, voilà le type de même d'un comportement non verbal que j'interprétais dans mon contexte. C'est-à-dire que dès qu'on est, enfin, si certaines personnes sont allées au Moyen-Orient ou à la Grèce, malgré ce qu'ils disent, ils sont quand même un peu orientaux. Quand on fait ce geste, ça veut dire non. Et quand on fait ce geste, je suis là, ça veut dire oui. C'est à l'inverse de nous. Et donc, chaque fois qu'il me faisait né, chaque fois qu'il me faisait né, en fait, il disait oui. Et chaque fois qu'il faisait oish, en fait, il disait non. Et moi, je le savais en plus. Mais dans ce contexte-là, j'ai pas compris. Et donc là, bah, c'était oui, parce qu'il faisait putain, oui. Non. Mais en fait, c'est l'inverse. J'ai mis longtemps à comprendre. Tu vois ce que je veux dire en non-verbal? Et en fait, très souvent, il me disait même pas oui ou non. Il faisait juste ça. Comme nous, on ferait ça. Tu vois, parce qu'il savait que je parlais pas bien grec, donc il faisait ça ou il faisait ça. Pour lui, c'était clair. Pour moi, ça aurait dû l'être. Donc, on a bien des différences de contexte. Moi, je l'interprétais dans un contexte où, ben oui, j'étais français, et donc je l'interprétais dans ce contexte-là, et lui, il le faisait dans un autre contexte. Mais il y a plein de gestes comme ça ou de comportements non verbaux que l'on interprète par rapport à un certain contexte et pas à d'autres. Est-ce que tu fais une distinction entre, justement, les fameuses équivalences complexes ou Oui. concrètes, c'est-à-dire quelque chose de concret que j'observe, le Mmh. comportement, Mmh. avec un terme, un sens que je donne à travers un Mmh. mot qui va le généraliser quelque part, et dans l'interprétation, dans le recadrage en termes de cadre, etc., là on est avec des propositions, en fait. Mmh. Est-ce que tu fais une distinction? En fait, le principe de l'équivalence concrète, c'est-à-dire d'un critère ou de quelque chose que tu relis à un comportement ou à un événement, c'est typiquement la base du recadrage de contexte. Tu prends le même stimulus, mais tu le relis à un autre contexte concret. C'est typiquement ça, en fait. Le recadrage de, le recadrage de contexte, il travaille essentiellement avec l'équivalence concrète. Je donne l'exemple que donnait Leslie Cameron Bendler. Il est connu cet exemple, je crois. Elle donnait l'exemple de quelqu'un qu'elle avait en thérapie, qui était une femme qui rendait la vie complètement impossible à son mari et à ses enfants, parce que c'était une maniaque de la propreté du tapis. Et donc, dès que il y avait un grand tapis dans le salon, enfin, etc., et dès que ses enfants ou son mari marchaient sur le tapis, elle hurlait parce qu'il fallait qu'elle repasse l'aspirateur, etc. Je crois que c'est un exemple assez connu. Et en fait, elle lui a proposé à un moment donné un recadrage qui était, OK, maintenant imaginez votre tapis qui est parfait, il est magnifique, votre tapis, il est super, vous fermez les yeux, votre tapis, il est vraiment mais nickel, il n'y a rien, il est pas du tout taché, puis surtout, il est uni, il n'y a personne qui a posé un pas dessus, c'est magnifique. Et la fin, elle disait voilà, maintenant ça, c'est simple, ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans la maison pour marcher sur votre tapis. Tout le monde est parti, vous êtes toute seule. Et votre tapis, il reste comme ça. Ça, c'est un recadrage, évidemment, de contexte. C'est-à-dire que l'équivalence concrète qui était je suis une bonne mère de famille, je maintiens ma maison, etc., était devenue c'est tellement insupportable que tout le monde m'a quitté et que je reste seul. D'accord? On peut supposer qu'elle ait fait quand même un petit travail avant pour que le recadrage soit acceptable. Mais ben, voilà. C'est bon? Faut pas hésiter à m'interrompre hein, pour tout le monde, parce que moi je suis d'accord pour répondre à des questions, au contraire. Et donc, pour reprendre ce que je disais, en fait, le, le, ce qu'ils appelaient recadrage pose problème en PNL à cause de cette notion de cadre. Probablement parce que, et notamment quand ils appelaient ça recadrage de contenu, probablement parce qu'ils avaient compris que ça n'avait pas grand-chose de commun avec la notion de cadre chez Bateson ou pour Palo Alto. Le seul point commun qu'il y a, c'est la réinterprétation de la signification. On réinterprète de la signification, soit par rapport aux énoncés, encore une fois, soit par rapport à une relation entre comportement verbal ou non verbal et contexte. Donc c'est de l'ordre de l'herméneutique et pas de l'ordre de la systémique.
L'herméneutique, c'est le domaine qui s'occupe de la production des significations. D'accord? La systémique, c'est autre chose. C'est le domaine qui s'occupe de modéliser un phénomène sous la forme d'un système. Donc là, en PNL, on nous a vendu très longtemps de la systémique, mais c'est pas de la systémique, c'est de l'herméneutique. Et donc, ce qui, à mon avis, explique, parce que ça fait pas mal d'années que je me suis posé ces questions-là, ce qui explique que le recadrage est une notion particulièrement floue. Évidemment, si on considère le recadrage comme étant une réinterprétation de l'ordre de une interprétation de la signification, le recadrage est bien évidemment le but, et même, je dirais, le moteur de tout modèle PNL. Tout modèle PNL suppose qu'on va voir les choses autrement, donc qu'on va changer la signification de ce que nous avons sous les yeux ou dans les oreilles. C'est clair. Donc, tout modèle PNL suppose, à un moment donné, un recadrage. Tout le temps. Qu'il soit fait par des ancrages, des ressources, etc. Il suppose une réinterprétation d'une situation. Quand on fait une réempreinte ou quand on fait un changement d'histoire de vie, on va aller dans une situation avec un contexte, du verbal, du paraverbal, etc. Et on va rajouter de l'information afin de changer ou d'avoir de la souplesse dans les significations possibles de cet événement. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour une double dissociation, pour une phobie, etc. On va changer la signification que l'on donne à une araignée ou que l'on donne à un comportement. D'accord ? Donc, effectivement, le recadrage, c'était, Bender et Grinder avaient bien vu que c'était à la base de tout changement, mais eux l'ont fait juste en fonction de la signification. Alors, le problème, en fait, c'est que Bender et Grinder ont travaillé le recadrage avec les catégories du métamodèle, et notamment la généralisation. C'est-à-dire que le recadrage, pour eux, traitait le problème que les gens constituaient par la façon dont les gens faisaient des généralisations. On généralise quelque chose, on généralise par exemple une situation à un ensemble de situations, un ensemble de contextes, et donc on a formé une croyance, grosso modo ce qu'ils appellent une croyance, et donc on va avoir après des phénomènes récurrents dans les mêmes contextes ou dans des contextes qui nous semblent être les mêmes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, selon le type de généralisation que les personnes font ou ont fait, eh bien, on va pouvoir trouver quel type de recadrage, soit de sens, soit de contexte, est le plus adapté. Ça, c'est le principe de Bender et Grinder dans le recadrage. C'est-à-dire, soit on généralise une seule signification à tous les comportements similaires, soit on généralise un contexte à tous les contextes. Donc, dans le premier cas, je répète, soit on généralise, premier type de généralisation, on généralise une seule signification à tous les comportements verbaux similaires. Ça, c'est le recadrage de sens. Ça suppose un recadrage de sens. C'est-à-dire, il me dit quelque chose, ça veut dire ça. Sauf que ça peut vouloir dire d'autres choses. Parce que les significations sont pas toutes, il n'y a pas qu'une seule signification. Mais pour la personne, il y a une seule signification. Je voulais prendre cet exemple de ce Tom Songe, d'accord, qui est très clair. C'est-à-dire, il suffit qu'on me dise que je dois y aller pour que j'y aille pas. C'est une généralisation. Il est très clair que ça a dû probablement l'aider à un moment donné, mais que ça me paraît être une grosse généralisation de quelque chose. C'est-à-dire, il suffit que n'importe qui lui dise que c'est important d'aller assister à quoi que ce soit pour que lui ait la même signification. Ça, c'est, si j'avais à le voir, je dirais c'est un bon client pour un recadrage de sens. C'est pas tout le temps. On pourrait lui dire c'est pas tout le temps. Soit on généralise un contexte à tous les contextes, c'est-à-dire que à un moment donné, par exemple, je me suis cassé la figure en marchant dans la forêt, en butant sur une racine, et puis parce que j'étais gamin, ou parce que j'étais pas bien, ou parce que etc. Je généralise ça à tous les moments où je vais marcher, soit en forêt, soit pas en forêt.
Et donc, à chaque fois que je vais marcher, je vais avoir une grosse angoisse de me retrouver par terre et à l'hôpital. Par exemple, j'ai eu un accident de voiture, je me suis retrouvé à l'hôpital, je vais généraliser en voiture, en train, etc. Et donc, je vais être assez empêché dans ma vie de tous les jours. Donc ça veut dire que le contexte a été généralisé à tout un tas de contextes. Ici, on va faire un recadrage de contexte. On va voir après ce que ça signifie dans d'autres contextes. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ouais, c'est bon. Donc voilà grosso modo, ce que disent Bender et Grinder sur le recadrage. C'est relativement simple. Encore faut-il se repérer dans le maquis de leur livre qui est tout sauf clair, et puis même de leurs articles qui disent tout sauf clair. J'avais fait il y a un peu de temps maintenant un atelier sur le métamodèle. En fait, la généralisation, je vais rapidement, la généralisation, en fait, il y a une seule violation du métamodèle, c'est l'omission. Il y a que des omissions. La généralisation n'étant qu'une omission particulière, la distorsion aussi. Donc, je vais pas revenir là-dessus, mais je pense qu'il est en ligne, donc vous pourrez toujours vous prendre la purge si vous voulez. Voilà. Mais donc, voilà, il faut me croire sur parole ou aller voir. Voilà. Et donc, le fait est que quand on généralise, on omet, et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on généralise une signification à plusieurs, c'est-à-dire cet énoncé signifie tout le temps la même chose, quelle que soit la personne qui me le dit, la situation, etc. Eh bien, en fait, on omet la possibilité de trouver d'autres significations. Cette généralisation, c'est une omission, c'est-à-dire qu'on s'empêche de se dire, ah oui, mais là, peut-être, ça peut avoir une signification différente. Non, ça a la même. Et de la même manière que si on a un problème dans le contexte, on omet la possibilité de trouver d'autres contextes dans lesquels ce comportement pourrait avoir une autre signification, une autre utilité, etc., etc. Par exemple, dans le contexte de la chute en forêt, on pourrait se dire, mais ce que tu as là, ça peut avoir une utilité, justement, c'est de regarder où tu mets les pieds. L'utilité, c'est pas d'avoir peur de monter dans une voiture ou de faire ton jogging, c'est de regarder quand tu marches, où est-ce que tu mets les pieds. Ça, c'est peut-être pas mal. Donc ça peut avoir une utilité. Donc, le recadrage va être traité comme ça, en fait. Il va être traité par la généralisation et l'omission. C'est-à-dire, la généralisation, c'est le problème c'est la source du problème qui a été créé. Et l'omission va permettre de trouver des solutions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été omis? Et on va essayer de voir ce qu'on peut justement rajouter. OK? Alors, le recadrage suppose effectivement, puisqu'on va traiter le problème constitué par la façon dont les gens font des généralisations et donc des omissions, il va supposer, je l'ai dit rapidement, il va supposer quand même qu'on puisse mettre la personne en état d'accepter le recadrage. Donc ça veut dire que le recadrage tout seul, dans les exemples là, où on dit simplement à quelqu'un, bah tiens, et alors si c'était comme ça, qu'est-ce que ça vous ferait? Je sais pas si vous avez testé, moi j'ai testé, ça ne fonctionne absolument pas. Bien évidemment que ça ne fonctionne pas, parce que si la personne a fait des généralisations ou a fait des omissions, c'est qu'il y avait aussi un certain nombre de raisons à le faire. Et donc, ces raisons-là, elles existent toujours. C'est soit un système de croyance, soit ça peut être tout simplement des raisons liées à la manière dont on filtre la réalité, les métaprogrammes, évidemment. Hein. Donc, c'est pas juste en proposant une autre signification, c'est-à-dire en faisant le recadrage pur et simple, que ça va fonctionner. Enfin, ou alors, il faut me dire comment vous faites parce que je suis preneur. En revanche, la structure même du recadrage, ça va bien commencer par se demander comment on peut trouver d'autres significations, de sens ou de contexte. Mais il va falloir enrober ça avec autre chose, et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des modèles PNL. La plupart des modèles PNL supposent d'enrober le recadrage avec tout un tas de choses qui sont de l'ancrage, qui sont d'émotions, qui sont de la recherche dans le passé, enfin, etc., pour pouvoir permettre justement ce recadrage. Alors, le recadrage est intéressant en PNL, mais il ne fonctionne pas du tout comme
qu'on pourrait appeler un recadrage au sens systémique du terme. Et ça, c'est très clair, le recadrage PNL n'est pas un recadrage au sens systémique du terme, même si le recadrage de contexte est ce qui apparaît le plus proche. Le recadrage de sens, lui, n'a rien à voir avec un recadrage systémique. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il un problème avec ce modèle-là? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est un peu historique. Ils se sont aperçus, en travaillant avec Bateson, ils ont eu assez peu de rapport avec le MRI, mais en travaillant avec Bateson, ils se sont aperçus que cette notion de recadrage était très importante. Et d'ailleurs, cette notion de recadrage, elle est vraiment explicitée chez Bateson dans le tome 2 de Vers une écologie de l'esprit. Il en fait réellement, mais c'est aussi assez brouillon, mais enfin, il en fait réellement une analyse qui peut être intéressante, un peu brouillonne, mais intéressante. La PNL, en fait, elle repose assez explicitement sur le modèle du code. C'est-à-dire qu'elle repose sur le fait que les échanges de communication sont assez liés à un codage-décodage, soit par le langage, soit par les accès oculaires, etc. Il y a très souvent cette idée que la communication est un code. Alors vous me direz, c'est une idée normale, c'est une idée logique. Certainement, mais le problème, c'est qu'elle est fausse. La modélisation, en fait, elle a commencé en PNL avec la grammaire générative et transformationnelle, c'est-à-dire avec l'apport de Grinder. Et Grinder, c'est vraiment le modèle du code. C'est-à-dire la grammaire générative et transformationnelle, c'est un modèle inférentiel, c'est un modèle du code. Et d'ailleurs, on peut le voir parce que la PNL elle-même, programmation neurolinguistique, le mot programmation fait référence au code, le new code de Grinder. Donc, il y a énormément d'éléments qui montrent que dans la conception explicite, il y avait cette idée de code. Et ce modèle est un peu une impasse si c'est un modèle unique. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec le recadrage. C'est-à-dire que le langage et les échanges ne peuvent pas être définis comme un code, ne peuvent pas être définis sur le modèle du code uniquement. Le langage, c'est d'abord un modèle inférentiel, c'est-à-dire un modèle d'inférence, et ensuite un modèle du code. Le problème, je sais que là je suis en train de dire des choses un peu floues. Vous avez un bouquin qui s'appelle, je vous le conseille pas, mais je vous le donne quand même. Voilà, il est gros, il est épais. La pertinence de Ben Sperber. Mais je vais expliquer un petit peu les éléments et je vais pas aller trop loin. Ça pourra faire l'objet éventuellement de notre atelier, mais là je vais pas aller trop loin. Mais c'est pour montrer un petit peu les limites et comment on peut dépasser ces limites. Chomsky, qui a beaucoup inspiré Grinder, il a défini une grammaire générative et transformationnelle. Une grammaire générative, c'est un code qui associe une représentation sémantique à une forme qu'on dit phonologique, qu'on entend. Et la grammaire générative transformationnelle s'occupe d'abord des phrases. C'est une grammaire superbe, c'est magnifique. La grammaire générative et transformationnelle, ça a été vraiment un très très grand pas en avant. Ça a permis des avancées, mais c'est essentiellement parce que Chomsky s'occupait que de ça. Chomsky, c'était quelqu'un qui avait bien vu que le langage fonctionnait pas comme un code, mais lui, il voulait s'occuper de cette partie code. Elle s'occupe d'abord d'un code, de phrases, etc. Oui, c'est ça, la pertinence d'Hans Sperber et d'Erd Wilson. Faut quand même parce que Dan Sperber, il est français, lui. Également d'Erd Wilson. Je sais pas si j'ai dit quelque chose. Jérémy, là? Ah oui. Bon, c'est le seul auteur mentionné, mais soit. Voilà. Voilà, c'est aux éditions de Minuit. Bon, c'est très spécialisé, mais ça a fait date, 1986, de mémoire. C'est quelque chose qui a fait date, bon, okay, voilà. Alors, mais bon, c'est spécialisé, c'est communication et cognition, le sous-titre, donc vous voyez déjà que c'est pas une littérature très marrante. Et donc, le modèle, donc en fait, de la PNL, il repose vraiment sur cette idée de codage-décodage. Et c'est un modèle presque unique. Explicitement, c'est le modèle unique.
Cela dit, la PNL repose beaucoup plus implicitement et seulement parfois sur un modèle dit inférentiel. Quelle est la différence entre les deux? Il y en a de nombreuses. Il y en a une importante par rapport à ce que je viens de dire, qui est que le modèle du code suppose que le sens entier est dans la phrase. On partage un code, d'accord? Et donc, quand on me dit quelque chose, j'ai quelque chose en moi, je partage ce code-là et je peux dire, voilà, ça veut dire ça. Donc, le code peut produire différentes significations, mais enfin, pas trop. Et la même phrase doit avoir la même signification pour n'importe qui, si le code est correctement compris, sinon ça s'appelle du bruit, c'est-à-dire il y a un problème de codage. Ceci ne convient pas à la, comment dirais-je, à la situation de la communication. Dan Sperber et Laird Wilson donnent un exemple, il y en a beaucoup. Premier exemple, Robert a acheté le Figaro. Il y a deux significations au moins. Tout le monde n'en a pensé qu'une, mais il y en a deux de significations. Mais ça dépend du contexte, encore une fois. Donc là, c'est pas du codage. Soit Robert a acheté un exemplaire du journal Le Figaro, soit il a racheté l'entreprise de Figaro. Et selon le contexte, effectivement que Robert, si c'est Hersan, a racheté le Figaro, c'était l'ancien propriétaire, soit il a acheté un exemplaire du Figaro. Je vais comprendre instantanément cette phrase parce que je sais qui est Robert. Et si c'est mon voisin de palier, je sais qu'il n'a pas racheté le Figaro. C'est tout simple. Mais ça, c'est pas possible de faire rentrer ça dans un code. Ça ne marche pas. Ça, c'est plus dans le code. Je fais des inférences. On appelle des inférences, c'est-à-dire je fais des suppositions et des hypothèses par rapport à une situation, etc. Vous comprenez le principe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Évidemment, vous vous en doutez. Et beaucoup de choses à dire et à ajouter à la PNL, d'ailleurs. Parce que là, on commence à avoir des outils pour comprendre quelles sont les inférences qu'on fait. Le fameux implicite ou les présuppositions, en fait, c'est une utilisation assez vague, mais utilisation quand même, du modèle inférentiel du langage. Quelles sont les inférences qu'on fait? Voilà. Alors, le modèle inférentiel, une des grandes différences, c'est qu'il s'occupe des énoncés. Il y a une distinction capitale entre les phrases et les énoncés. Elle est capitale. Un énoncé, contrairement à une phrase, il possède des propriétés linguistiques, mais aussi des propriétés non linguistiques. C'est ce que je disais sur Robert acheter le Figaro. Ça, pour décoder cette phrase correctement, il faut que je fasse appel à des propriétés non linguistiques. Même si Robert n'est pas présent, et si on me dit qui est Robert, je vais pouvoir faire une inférence en disant il n'a pas acheté l'entreprise, il a acheté le journal. Ou il n'a pas acheté le journal, il a acheté l'entreprise. Voilà. Donc, je vais avoir des énoncés qui sont différents des phrases. Une même phrase peut correspondre à deux énoncés différents. Robert a acheté le Figaro. Il y a deux énoncés possibles. Ou plus. Et inversement, un énoncé peut correspondre à deux phrases différentes. Donc là, on est dans le problème des interprétations, mais des interprétations par rapport à quelque chose qui est purement linguistique et quelque chose qui est extra-linguistique. La PNL n'en parle pas trop, ça. Elle le prend en compte, mais sans en parler, sans donner des outils pour ça. L'étude de l'interprétation des énoncés, c'est une discipline universitaire depuis les années 80, ça s'appelle la pragmatique. Alors c'est un très très mauvais mot, qui a été choisi par un type qui s'appelait Maurice, qui était un philosophe du langage dans les années 30. On l'a gardé. Ça veut rien dire. Mais bon, c'est l'étude des énoncés, de l'interprétation des énoncés, c'est-à-dire du rapport des phrases avec la réalité qu'elles sont censées désigner ou décrire. C'est ça en fait. Donc la pertinence, c'est le livre dont je vous ai parlé, c'est un livre de pragmatique, il y en a d'autres. J'ai une petite collection, voilà. Mais on a des éléments qui sont extrêmement spécialisés, on a des éléments qui sont très très intéressants et qui sont a priori qui recouvrent parfois le champ de la PNL. Donc on voit bien que dans les deux encadrages qui sont proposés par la PNL,
Ben, il y a effectivement un petit problème qui est que si on s'en tient au modèle du code, on est forcément extrêmement limité. Voilà. C'est à peu près la même chose en fait que si on regarde les fameux accès oculaires et qu'on s'aperçoit pas que de temps en temps et parfois ça peut varier, qu'il faut donc tester le truc parce que c'est pas un code au sens codage du terme. Ce sont des indices et on peut faire un certain nombre d'inférences sur le fait que quelqu'un est en train de décrire son expérience et en même temps est en train de faire un certain nombre de mouvements oculaires. À partir de là, on peut faire des inférences sur le fait que le modèle qui nous a été enseigné est le bon ou que là, il y a peut-être un problème et que donc, bah, c'est pas tout à fait la même chose. Un code, c'est forcément régulier, hein, c'est quelque chose qui est régulier complètement et qui fonctionne toujours. C'est un peu comme ça qu'a été proposé la PNL du point de vue du langage et c'est un peu son problème. Enfin, c'est un peu le problème de cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on va justement sortir de ce modèle du code et essayer d'aller dans un modèle qui est celui justement de l'herméneutique? En fait, le modèle de l'inférence, le modèle inférentiel, qui suppose que il y a certaines portions du langage, hein, je le dis bien, certaines portions du langage fonctionnent comme un code. On ne peut pas l'éliminer. Il y a probablement du codage-décodage, notamment dans la grammaire, etc. Mais que, en fait, ce codage et décodage, il est à l'intérieur des inférences. C'est-à-dire que, très probablement, les locuteurs comprennent le code et ensuite interprètent ce sens décodé avec un système inférentiel. C'est pas juste un codage-décodage qui donne la signification. Donc, il y a en fait deux couches et probablement deux stratégies. Et donc, en fait, le principe, ça va être de regarder si la signification, enfin dans quel cas et comment la signification dans un recadrage va être liée aux interactions entre les agents, les acteurs eux-mêmes, et puis la situation dans laquelle ils sont. Donc, chez Palo Alto, c'est ça, c'est presque uniquement ça qui est utilisé, et c'est la raison pour laquelle le recadrage palo-altien est différent du recadrage de la PNL, puisque eux ne se soucient absolument pas, contrairement à la PNL, de la signification que donne chacun des acteurs eux-mêmes par rapport à ce qu'ils disent. Ils ne s'intéressent qu'à la signification du système entier, c'est-à-dire de la modélisation de l'ensemble des relations. Je ne sais pas si je suis clair ou pas, mais je vais essayer de clarifier après ça. Et donc, pour faire une, pour comprendre ce que c'est que le recadrage et donc le cadrage, parce que c'est bien ça le problème. Hein. Pour l'instant, la notion de cadrage, on voit bien, en PNL, on voit pas ce que ça vient faire là-dedans, en fait. On comprend bien l'interprétation, on comprend bien le fait que on va interpréter des relations, mais quid du cadrage et du recadrage? Ben, pour l'instant, on sait pas. Et pourtant, ce mot de recadrage, il est, Richard, j'ai une question. oui, Pour comprendre ce que tu veux dire par oui, ce recadrage systémique tel que oui, Palo Alto le fait, si par oui, exemple, dans une famille, il y a les parents, il y a un garçon et oui, qui dit j'ai faim, par exemple, on pourrait dire oui. en recadrage comment tu interprètes ta sensation corporelle de tension dans l'estomac et c'est pas de la faim, c'est peut-être de l'acidité. Enfin, ça c'est un recadrage, je dirais, de sens quelque part. Oui. Et à Palo Alto, ce qu'ils vont faire, c'est dire tiens, voilà, si cet enfant a prononcé cette phrase j'ai faim, peut-être parce que d'une manière systémique, il s'attend à ce que les parents lui fournissent de la nourriture, par exemple. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire, mais ça, je vais en parler après parce que je vais définir ça. En fait, le principe du recadrage chez Palo Alto, c'est de repérer déjà des récurrences, des redondances et des récurrences. C'est-à-dire que c'est la signification, c'est le système lui-même qui va fournir le sens et pas uniquement l'interaction entre les personnes. C'est l'ensemble qui va fournir le sens. Je vais peut-être donner je vais peut-être faire l'inverse de ce que j'avais prévu. Je vais donner un premier cas qui est tiré de ceci, que vous connaissez sans doute, une logique de communication. Et j'ai fermé ma page.
Euh, à un moment donné, c'est-à-dire, je crois que c'est le chapitre 3, c'est Qui a peur de Virginia Woolf. Voilà, littérature et théorie de la communication. Ils analysent, si vous vous souvenez un peu du bouquin, c'est celui-là, hein, ils analysent une pièce assez célèbre d'Edward Albee. C'est une pièce dans laquelle il y a deux personnes, Georges et Martha, qui sont mariés, qui se haïssent cordialement. Et donc Martha est décrite comme une forte femme de tempérament très volcanique, et Georges, bon, il est professeur adjoint dans le département d'histoire, il est plutôt effacé, c'est un intellectuel un peu mince, grisonnant, nous dit-il. Ils n'ont pas d'enfants. Et au dire de Martha, son père, qui était l'ancien président de l'université, pour donner le truc, avait espéré que Georges, qui avait été nommé assez jeune à l'université, prendrait la direction du département d'histoire et succéderait ensuite au père de Martha. Bon, voilà, la fille du président deviendrait la femme du président. Puis ça s'est pas passé du tout comme ça, il est resté professeur adjoint. Et donc, quand la pièce commence, Georges et Martha reviennent d'une réception donnée chez le père de Martha pour les membres de la faculté, ils commencent à s'engueuler. Et ils ont leur propre secret, nous dit le livre. Tout d'abord, ils partagent la fiction de l'existence d'un fils qui vient d'atteindre sa majorité, mais ce fils, c'est un fils imaginaire, ils ne l'ont jamais eu. Et ils vont commencer à se détruire en fait. Et notamment, je vais donner un exemple précis tiré de notre bouquin, mais toujours de cette pièce. En fait, voilà les échanges, d'accord. Après, je vais donner l'exemple le plus simple peut-être. Voilà. Donc, après une dispute, il y a 4 phrases, 5 phrases. Après une dispute, il y a une relance sur une autre dispute. Donc Martha dit, j'ai plus de dents que toi. Donc c'est une allusion à un déficit physique de Georges. Georges dit oui, oui, 2 de plus. Martha dit 2 de plus, c'est beaucoup plus. Georges, mais oui, à ton âge, c'est même assez remarquable. Allusion évidemment dévalorisante au fait que Martha est plus âgée que lui de 6 ans. Martha dit ta gueule, pantin. Et en même temps, toi non plus, t'es pas si jeune. Allusion au fait que Georges est rentré jeune à l'université, mais qu'il n'est toujours pas devenu professeur, etc. Et Georges, d'une voix enfantine, chantonne, j'ai 6 ans de moins que toi, moi, j'ai 6 ans de moins que toi, je les ai toujours eus, toujours je les aurai. Martha lui répond, ouais, mais toi, tu deviens chauve. Bon, une autre dispute. Ça, cette petite séquence, c'est ce que Palo Alto analyse comme un système. C'est-à-dire, ou un jeu, ou un scénario, c'est la même chose. Ça peut se modéliser. C'est-à-dire qu'il y a une amorce, Martha, voilà, j'ai plus de dents que toi, et la suite se répète, devient redondante, de manière systématique, et c'est tout le temps les mêmes effets, et ça produit tout le temps le même but. Ça, c'est un système. Donc, le système, il est lié aux deux personnes, mais ici, il est lié aussi au contexte. Ils sont tout seuls. Il y a une réponse, puis une autre réponse, puis une autre réponse. Palo Alto va considérer ici que si on fait un recadrage, que la signification de ça, c'est ni lié à Martha, ni lié à Georges, c'est lié à l'analyse des relations dans le système et l'analyse du système dans le contexte. Donc ça, c'est un vrai système. D'accord? Ce système, en fait, on va pouvoir le modéliser. C'est-à-dire, on va essayer de regarder quelles sont les interactions, donc ce que l'analyse transactionnelle appellerait les transactions, c'est-à-dire les différents échanges, donc les énoncés vus comme échanges, quel est leur sens à la fois du point de vue du contenu herméneutique, mais aussi du point de vue du contexte, quelle est leur intention, comment cette intention est perçue, et pourquoi. Il y a 2 questions à se poser, donc comment le système est organisé et pourquoi. Quel est le but du système. Donc ici, la modélisation possible, en fait, va prendre en compte l'ensemble des intervenants. Ici, il n'y a que 2 personnes, mais si c'est une entreprise, il peut y en avoir 10. Je vous donnerai un exemple après. Il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 15, il peut y en avoir, etc. Ça va commencer toujours
cette analyse du recadrage systémique par des contenus précis, c'est-à-dire qu'on va prendre des contenus précis, des contenus verbaux ou des contenus comportementaux précis qui vont devenir récurrents. Et à partir de cette analyse de récurrence, où on se dit à chaque fois ça fonctionne comme ça, on va pouvoir faire un système particulier. Et ensuite on va recadrer, c'est-à-dire qu'on va changer les relations dans le système. D'accord? Voilà, c'est ça en fait. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle un recadrage en PNL. Donc, quelque part, on écarte le sens pur de Tout à chacune des fait. C'est pas le, propositions pour c'est pas s'en le, faire voilà, une impression c'est ça. d'ensemble de ce que le système peut apporter, et c'est à ce niveau-là qu'on travaille. C'est exactement ça. C'est-à-dire que comment il s'appelle, ce que disait Václavic, c'était que, je cite, je dois l'avoir quelque part par là, hop, ça doit être par là. Voilà, la phrase slogan de Václavic, c'était: un phénomène demeure incompréhensible tant que le champ d'observation n'est pas suffisamment large pour qu'il soit inclus le contexte dans lequel le dit phénomène se produit. Donc le phénomène, c'est une phrase, d'accord? Une phrase est incompréhensible si le cadrage, parce que le champ d'observation, c'est le cadrage, si le cadrage n'est pas suffisamment large pour que on puisse prendre en compte la totalité du système. C'est-à-dire que cette phrase, comme tu viens de le dire, n'est pas prise en compte de manière individuelle. Elle n'est qu'un moment, qu'un événement dans un système plus large. Et c'est là que la notion de cadrage intervient, contrairement à la PNL. C'est-à-dire que la PNL va toujours cadrer la phrase par rapport à l'énoncé, au contexte, mais au moment de la phrase, puis après on va passer à autre chose. Alors que la PNL, le recadrage au sens systémique du terme, Palo Altien, d'autres, va lui considérer que cette phrase n'a pas de sens en elle-même, que cette phrase ne peut prendre son sens que par rapport aux autres phrases, par rapport au contexte, donc par rapport au cadrage. Et selon comme c'est construit, selon qu'on va faire varier le cadrage, on va avoir des significations différentes. Si on prend que les phrases de Martha, on va dire que Martha est un monstre. Si on prend que les phrases de Georges, je crois que c'est Georges, je sais plus comment il s'appelle, on va dire que ce Georges est quand même un gros nul. Si on prend les deux en même temps et qu'on regarde les récurrences, on va dire il y a un système qui est en train de se former, qui a un besoin. C'est peut-être le fait qu'ils se parlent plus depuis des années et qu'ils ont besoin de s'engueuler parce que c'est la seule manière dont ils peuvent avoir quelque chose à se dire, enfin, etc. Ça, c'est le but du système, ce qu'on pourrait appeler le bénéfice secondaire, mais il n'est pas secondaire, il est premier, en fait, puisque c'est lui qui pilote le truc. C'est là que Et peut-être que ça va fonctionner au niveau du recadrage de la phrase ponctuelle. bien Si je sûr, prends le cadre systémique global et que je me dis, ouais, tiens, ben voilà, on a une relation peut-être polémique ou je ne sais pas quelle qualité a la relation, je peux à ce moment-là faire le recadrage sur une phrase tenant compte du système global et là, ça risque de prendre ou bien pas, tout simplement. ou bien pas. Disons qu'en plus, ça, c'est la limite, me semble-t-il, moi, de la PNL et de la notion de recadrage en PNL, c'est qu'elle ne fonctionne que pour une personne. Tu peux pas avoir, enfin, c'est très difficile, on peut, mais c'est très difficile de faire des recadrages collectifs. Enfin, on voit bien que les bouquins de Diels, c'est pas, hein, on est d'accord que les bouquins de Diels sur les recadrages en entreprise, quiconque a un peu travaillé avec plusieurs personnes ou en formation, etc., sait que ça, c'est pas possible, quoi. Hein, c'est peut-être possible pour Diels, mais c'est pas possible pour les autres. Donc, le problème juste du recadrage des PNL, c'est que la PNL, c'est une technique magnifiquement puissante, mais presque en intrapersonnel. Après, sur un groupe, quand tu veux travailler un recadrage systémique sur un groupe, que tu as dans une entreprise et que tu fais de la formation et que tu vois que ça marche pas, ou que tu interviens dans l'organisation et qu'il y a un problème, euh, soit la PNL ne peut proposer qu'un seul outil, c'est-à-dire de prendre chaque personne ou chaque personne clé les unes après les autres et d'essayer de voir comment tu peux recadrer chacune de ces personnes. Et il n'y a pas d'autre, enfin, la PNL systémique, elle a dit, c'est juste rien, quoi. C'est du vent. Donc, ce que vont apporter ces éléments, c'est une manière
finalement assez proche quand même dans l'esprit de la PNL, mais de travailler sur un groupe entier, tu vois, sur un système entier, et pas le fait de prendre chaque personne, comme tu viens de le dire. Bah, cette façon de cadrer les choses fait que un seul énoncé, n'a pas de sens en lui-même. Un énoncé ne peut avoir de signification, c'est un postulat, hein. Un énoncé ne peut avoir de signification que pris en interaction avec d'autres énoncés dans une situation et dans un contexte donné. Ça change tout, puisque en PNL, on ne part pas de ce type de postulat. C'est un autre postulat, c'est une autre façon de postuler. Et donc, il y a, en fait, 5 principes que je vais donner sur cette vision du recadrage collectif. Le premier principe, c'est que la communication peut et surtout doit être considérée à plusieurs niveaux, notamment à 3 niveaux. La communication doit être toujours considérée à 3 niveaux. Le niveau 1, c'est l'ensemble des échanges concrets, l'ensemble des phrases, des énoncés. Ça, c'est le premier niveau et on ne peut pas le négliger. Il faut comprendre ce que dit Martha, il faut comprendre ce que il répond son mari, il faut comprendre, etc. Donc, il répond Georges, enfin, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est très important. Ensuite, le niveau 2, ça c'est Palo Alto, va nous dire il faut repérer des formes d'échange, c'est-à-dire ces ensembles d'échanges vraiment concrets, de ce qui est dit, de ce qui est même dit de manière paraverbale. Il faut pouvoir les regrouper dans des formes d'échange qu'on appelle très souvent des jeux. Alors, si vous avez fait l'analyse transactionnelle, vous savez, pour vous apprendre ce que c'est qu'un jeu. L'analyse transactionnelle, par ailleurs, a fait un gros boulot. J'en ai fait. C'est pas forcément une technique super pratique comme la PNL, mais en revanche, ils ont fait un très très gros boulot. Le bouquin d'Eric Berne est super sur les jeux, mais ils ont fait un très gros boulot. Quand on fait un 101, 303, on apprend les jeux. Ils ont fait un super boulot sur les jeux, et notamment sur les classifications des jeux en parents, sauveteurs, etc., si vous connaissez ça. Et c'est intéressant parce que l'entrée du système, elle se fait effectivement soit par rapport à un jeu, à une position particulière, soit par exemple persécuteur, par exemple victime, il y a des jeux de victimes, etc. Et cette entrée-là va aboutir, hein, c'est le fameux triangle de Karpman, va aboutir, etc. Donc ils ont modélisé en analyse transactionnelle, ils ont vraiment modélisé un certain nombre de jeux qui sont intéressants. Ils n'ont pas tout modélisé, mais ils ont modélisé des jeux qui sont assez intéressants. Et ça fonctionne assez bien pour ce qu'ils ont modélisé. Évidemment, ils n'ont pas tout modélisé. Donc ces jeux, effectivement, ces formes d'échange, en fait, qu'on pourrait appeler des scénarios, hein, d'autres les appellent des scénarios, c'est la même chose. Et en PNL, on va appeler ça des stratégies. C'est à peu près la même chose. Il faut les faire sur des repérages concrets, répétitifs et stables. Il faut que ça soit stable dans le temps, il faut que ça soit concret, c'est-à-dire qu'il y ait bien des échanges, et il faut que y ait des échanges répétitifs. Parce que si c'est un système, si c'est un jeu, il va se reproduire plusieurs fois. Le but d'un système, c'est de se reproduire. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est le deuxième niveau. Le niveau 3, c'est la signification. Là, on revient à la signification. Donc niveau 3, la signification, c'est-à-dire que la signification de la communication, c'est la signification que l'ensemble de ces formes prennent, c'est-à-dire c'est l'ensemble de ces formes-là qui vont donner le sens dans l'ensemble du système et des contextes. C'est-à-dire tous ces jeux vont permettre de dire là il y a une signification particulière, comme les jeux d'analyse transactionnelle. On va repérer un jeu et on va dire ça a une signification, indépendamment des phrases qui sont prononcées, des énoncés de chaque énoncé particulier. On sait que c'est un jeu de persécuteur à sauveteur, on sait que c'est un jeu de victime, etc. Par exemple, le jeu qui dit jambe de bois, regarde ce que tu m'as fait. Voilà, il a une signification. Et tous les énoncés vont apporter, en fait, sont des briques qui vont apporter la signification de ce jeu, quel que soit le sens de l'énoncé particulier. Ça va permettre de décoder des propositions
je dirais par exemple dans le style de l'ironie, par exemple, en Bien disant, tiens, sûr, ben mais voilà, je te dis ceci, mais en fin de compte, je le bien sûr. pense pas, mais non, c'est de l'humour. Ben, en fait, si, c'est pas de l'humour, mais en Voilà. fait, si ça cadre avec cette signification globale de cette troisième étape, on peut comprendre si c'est de l'humour vraiment ou si c'est autre chose. Oui, ou alors, je vais donner un exemple très simple, et je pense que ça parle à tout le monde. On a tous eu, enfin moi en tout cas, des tendances à se dire à un moment donné, à aller jusqu'à l'incapacitation parce qu'on voulait pas faire quelque chose, ou parce que ça ne nous plaisait pas. Mais l'incapacitation, c'est encore mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui en est responsable. Donc il y a des jeux comme ça qu'on connaît très bien, qui consistent à rendre l'autre responsable de nos propres incapacités, ou à le forcer à nous incapaciter, ou à lui dire, tiens, regarde ce que tu m'as fait, tiens, tu m'as dit ça, c'est parce que tu m'as dit ça que j'ai pas fait mon boulot, c'est parce que tu m'as dit ça que si tu me l'avais pas dit, bah, finalement, j'aurais pas fait comme ça et je me serais pas trompé. Ça, ce sont des jeux. Ce sont des jeux systématiques, ce sont donc des petits systèmes. Mais l'énoncé, quel que soit ce qu'a dit la personne A, si ce que dit la personne A permet de rentrer dans le jeu, en disant regarde ce que tu m'as fait, regarde ce que tu m'as dit, c'est de ta faute, c'est pas moi, c'est toi, eh bien, c'est pas ce que dit la personne A qui est important en tant que juste énoncé, c'est cet énoncé pris dans l'ensemble, qui est juste une pièce qui va permettre que le système se forme et donc se répète systématiquement. Un jour, ça peut être parce que la photocopie a été mal faite, un autre jour, ça peut être parce que il y a 3 fautes d'orthographe dans la lettre et un quatrième. Peu importe. Le système, on va observer des récurrences, non pas des récurrences sur l'énoncé, mais des récurrences sur le système lui-même. On va se dire là, ça forme un système. Il y a un truc. OK? Donc ça, c'est le premier postulat, c'est le premier principe. Le premier principe, c'est même un postulat, c'est pas un principe. Le premier postulat, pardon, c'est le postulat que la communication doit être considérée euh, selon ces 3 niveaux. Le deuxième postulat, c'est qu'un phénomène de communication n'existe que dans sa relation avec d'autres phénomènes communicationnels. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le postulat de la relation. Un phénomène de communication, que ce soit une phrase vue comme un énoncé, que ce soit même un comportement non verbal, paraverbal, n'existe que dans sa relation avec d'autres phénomènes, avec d'autres échanges. D'accord? Donc, qu'un phénomène de communication doit participer à un ensemble plus vaste. D'accord? C'est ce que dit Václavic, hein, un phénomène demeure incompréhensible tant que le champ d'observation n'est pas suffisamment large pour qu'il soit inclus le contexte dans lequel le dit phénomène se produit. Donc ça, c'est le principe du cadre. C'est le deuxième postulat, c'est le principe du cadre. Voilà le cadre. Et donc, il en va, enfin, on peut en déduire une méthode, qui est que la méthode pour interpréter le phénomène de communication, c'est trouver le système plus vaste que la communication, que le simple énoncé, trouver le système plus vaste dans lequel s'insère ce phénomène. Que ce soit un comportement, que ce soit un énoncé, voilà. Trouver le système plus vaste dans lequel s'insère le phénomène. Donc là, oui, Dans le temps et dans l'espace, hein, ça peut ah oui, être, oui, bien sûr, il me dans manque le un temps, acteur, bien sûr, et ça peut aussi être sur une échelle de temps tout à qui fait. n'est pas simplement une minute, mais qui peut être C'est une ça. année ou plus ou moins. C'est ça parce que, en fait, le principe, c'est que ça, c'est construit. Il faut bien comprendre que ça, c'est nous qui le construisons quand on analyse. C'est du constructivisme. On le construit et donc c'est nous qui choisissons la taille de cadrage la plus adaptée. Trop large, on s'y perd. Trop réduit, on perd de l'information. Donc, on va pouvoir faire plusieurs cadrages. C'est l'essence même du recadrage. On va commencer avec un cadrage et puis peut-être on va se rendre compte que ce cadrage-là, soit comme tu le dis, ne nous permet pas d'avoir toute l'info, donc on va élargir. Soit on en a trop, donc on va rétrécir pour essayer d'y voir un peu plus clair, et donc on va procéder par recadrage successif. C'est les premiers recadrages déjà, ça. C'est-à-dire, c'est le premier cadrage du système. Et donc, le cadrage du système, c'est le premier pas de la modélisation. On ne peut pas faire de modélisation si on ne cadre pas. D'accord? Et donc,
Ça, c'est le deuxième postulat. Juste une question, comment sais-tu à ce moment-là que le cadre est suffisamment large ou Eh ben, étroit? ce que nous dit Palo Alto, ils sont assez flous sur le sujet, mais Alex Mukieli est un peu plus disert et surtout un peu plus clair. C'est-à-dire que si le phénomène est intelligible indépendamment de la signification propre à l'énoncé, et si tu peux bâtir un système de règles qui permettent d'organiser le système, et si tu peux en tirer un but du système, a priori, tu sais que tu as un cadrage qui fonctionne. Dans un critère, je vais dire utilitariste, je ne sais pas si le mot est correct, je dirais que j'écoute des intervenants qui me racontent des interactions. Je commence par la petite phrase que je pourrais recadrer, puis je vois que je sens intuitivement qu'il faut que j'élargisse à d'autres acteurs à une autre période, jusqu'à trouver là. Je viens de découvrir un levier sur lequel je vais pouvoir jouer pour pouvoir faire l'intervention qui va amener au changement désiré. En fait, c'est toujours. Alors là, tu parles d'une situation qui est toujours une situation plus ou moins de coaching, de face à face. C'est encore plus visible quand tu as une situation d'interaction avec 5 ou 6 personnes à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est extrêmement visible parce que si tu es capable de trouver un système avec des règles et que ce truc-là, comme tu le dis dans le temps, s'applique à peu près à des éléments qu'on t'a déjà donnés en disant ça se produit toujours de la même manière, voilà comment ça se produit, ça finit toujours par partir en vrille, etc. Et qu'à partir de ton cadrage, tu trouves l'intention du système ou le but, et tu trouves les règles a priori récurrentes qui expliquent les récurrences. Ça va commencer par là, ça va finir par là. Tu sais bien qu'un modèle, il est ni juste ni faux, il est juste prédictible. Il est prédictif ou pas. Donc, si tu commences à bâtir un modèle et que ton modèle est prédictif, mais évidemment, ça veut dire se confronter à la réalité, bah là, tu sais que tu as le bon cadrage. Si ton modèle n'est pas prédictif, bah, soit il te manque des infos, soit tu en as eu trop et t'as pas fait les bons choix. Et là, c'est toujours l'épreuve de la réalité. Soit ton modèle est prédictif, soit il l'est pas. C'est-à-dire que tu reviens dans le truc, tu te dis, tiens, il va y avoir une autre situation. Est-ce que mon modèle est bon? Est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce qu'il va pas fonctionner? S'il fonctionne, c'est que c'est bon. T'as l'info, t'as les règles, en fait, dans un système, t'as les règles, t'as le but, et après, les intervenants, finalement, t'en as pas tellement besoin. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du moment que t'as les règles et que t'as le but, t'as le fonctionnement du système. Et tu peux déjà intervenir dessus. Alors, en situation de coaching ou de face à face, c'est un peu différent. Mais par exemple, pour moi, en situation de groupe de formation, que ce soit des groupes d'étudiants ou des groupes de formation d'entreprise, c'est évident que c'est très difficile en PNL de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, prendre quelqu'un, se dire, il y a 5 personnes qui dysfonctionnent. Encore faut-il qu'elles dysfonctionnent réellement, et que ce soit ces 5-là qui permettent de faire dysfonctionner le système. Parce que si ça se trouve, tout le monde dysfonctionne. C'est le gros problème, quoi. Tout le monde fonctionne en dysfonctionnant. Et c'est difficile de les prendre à part, enfin, etc., etc. Tu fais de l'individuel dans un système collectif. Mais ça marche pas bien, ça. Enfin, ça peut fonctionner pour quelques petites choses, mais ça peut pas fonctionner tout le temps. Donc, le recadrage lui-même, il est d'abord lié à quelque chose de collectif. Et ça peut fonctionner aussi, évidemment, dans quelque chose qui est purement, on est forcément collectif quand on est au moins 2. Hein. Ça commence à 2 le collectif. Ok? Je me rappelle, j'avais eu, il y a quelques années, c'était en fait un gars qui était venu me voir pour une question de séparation. Sa copine voulait se séparer et il m'a raconté plein de choses sur le fait qu'il acceptait pas et qu'elle allait revenir et que c'était un moment, enfin bref, toute une histoire, je rentre pas sur les détails, qui m'a fait sentir intuitivement. Oui, manifestement, le cadre de l'intervention avec ce gars-là était pas suffisant, qu'il y avait quelque chose on sentait bien que, en fait, il y avait des choses qui rentraient, des choses qui sortaient. En tout cas, c'est ce qu'il me vendait quelque part. Donc, à ce moment-là, et je faisais pas du tout des groupes comme ça, je dirais, accompagnement au niveau couple. Et j'ai dit, OK, prenons le risque. Et on a invité sa copine ou ses futures ex-copines ou ex-copines, je ne sais plus à quel titre elle était là à ce moment-là,
qui elle a été hyper claire sur le fait que pour elle c'était clair, la page était tournée, etc., etc. Et donc en fin de compte, en fait, ces interactions qui étaient une intuition sur la possibilité d'agir ou ne pas agir, c'est réduit à simplement, chez lui, une difficulté d'accepter. Et là, c'était pas le cadre le plus large qui était le plus pertinent, c'était nécessité de revenir au cadre étroit. Enfin, étroit, au cadre de la personne en tant qu'individu. Alors, oui ou non, parce que les méthodes d'intervention, alors là, on va aller dans Palo Alto, les méthodes d'intervention sont différentes. C'est-à-dire que dans ce cas-là, soit tu changes la manière dont la personne, c'est l'intervention PNL, tu changes la manière dont la personne se représente la situation. Soit tu changes la manière dont entre en relation avec ce type de contexte. C'est-à-dire que tu peux lui proposer un tasking en disant, là, il va falloir remplacer cette personne, et donc, tu vas lui fixer une tâche, tu vas lui dire, voilà, vous allez sur Mythic ou sur machin ou sur une agence quelconque, et puis 3 fois par semaine, vous consacrez 2 heures à rencontrer des personnes. Et après, on en reparle, vous faites une petite fiche, et puis on en reparle dans mon bureau. Au bout de 15 jours, on reparle, donc au bout de 15 jours, vous aurez vu normalement 6 personnes, ou 12, et on va parler de ça et on va parler des différences. Vous notez bien toutes les différences qu'il peut y avoir avec la personne que vous voulez absolument, etc., etc. Toutes les petites différences, etc. Tu vas l'amener à faire un travail très chiant, mais tu vas l'amener aussi à comprendre que finalement, il y a plein de gens partout. Tu vois? Et donc là, tu vas faire ce qu'on appelle du tasking, mais que la PNL sait pas trop bien faire, quoi. Elle fait ça sans le faire. Et là, tu vas modifier la relation entre la personne et puis ce type de contexte. Tu vas pas modifier la personne elle-même, mais tu vas dire à cette personne, bon ben ok, vous voulez absolument que cette soit pas fini, mais pour faire ça, il va falloir quand même que vous puissiez, au contraire, regarder un petit peu tous les gens, demander à tous les gens ce qu'ils en pensent, tous vos amis, toutes vos relations. Vous allez aller dans les soirées où vous alliez avec elles. Vous allez demander à tous ces gens si, à leur avis, vous pouvez reconnaître le truc, etc. Il va tellement les faire chier que les autres vont lui dire, mais tu nous emmerdes avec ton truc, t'as qu'à aller, tiens, regarde, t'as qu'à aller, regarde, elle est toute seule, etc. Et donc, tu vas modifier, tu vois, le contexte. C'est peut-être pas charitable, mais c'est bien pour elle, c'est bien pour cette personne. Ah oui, c'est-à-dire que ça naît d'un problème sur un plan du système, les deux personnes, cette femme-là avec cet homme-là, mais en fait, derrière, quand tu parles de signification dans cette troisième phase du postulat 1, c'est en fait, on remarque que c'est une situation, on va dire un archétype, en fait, une forme d'archétype, comme tu dirais le persécuteur et le Cartman, ce sont des archétypes relationnels, et tu peux décider que c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir, et les tâches vont en fait créer des équivalences concrètes de cet archétype. Elles vont créer des nouvelles formes de relations, et elles vont donner de nouvelles significations à ces relations. C'est ça. Tu vois ? Et donc la signification n'est plus dans ce que dit la personne, ou dans la personne, les significations, elle est dans la relation. Je ne sais pas si tu as encore des choses à ajouter, mais je sais, parce que tu avais dit postulat numéro 2, mais j'aimerais bien peut-être éventuellement laisser la place à d'autres s'il y a des choses à dire, parce que... Mais je te laisse guider, mais c'est parce que... Écoute, je vais juste finir très rapidement. Oui, vas-y. Après, j'ai 5 principes, mais j'y arriverai pas, je pense. Mais ça fait rien. Mais au moins les 5 postulats, puis on fera... Tu peux le faire. Non, je crois pas. Mais bon. Donc, le troisième postulat, ce serait bien quand même de voir les 3 postulats, et puis après on en discute. Le troisième postulat, qui est à peu près le même, c'est que le sens de la communication, encore une fois, c'est un sens par rapport au système dans lequel elle se déroule. C'est ce qu'on vient de dire, en fait. Il n'y a pas de sens de la communication. Le sens de la communication, c'est pas l'ajout de chaque interaction. C'est le sens par rapport au système dans lequel elle se déroule, donc par rapport aux relations. Et donc le système, c'est le référentiel prioritaire de la communication. On voit bien que le référentiel n'est plus la personne. Le référentiel, c'est le système. C'est-à-dire l'interaction entre cette personne, son environnement, son contexte, les autres. C'est ça le référentiel de la communication. Il se déplace, d'accord ? Ça ne veut pas dire que la PNL a tort, hein. Ça veut dire que c'est une autre façon de voir les choses, hein, on est bien d'accord.
Je suis tout à fait convaincu que la PNL fonctionne, hein, depuis le temps. Mais c'est une autre façon de voir les choses, et c'est une autre façon, encore une fois, c'est une vraie façon de cadrer les choses. Et donc le sens est différent du sens du contenu. Il y a le sens du contenu, ce que dit la personne, comme toi, comme disait Christian, voilà, la personne dira, mais moi, j'y arrive pas, pour moi, c'est pas fini, etc. Et puis, il y a le sens de la relation. Tu vas voir la personne, elle va dire, vas-y, vas-y, et puis elle va dire, ouais, mais finalement, il y en a plein qui sont bien et chouettes. Bon. Voilà. Donc, il va y avoir d'autres relations. Donc, le sens, il est construit. C'est un sens que l'on construit par cadrage, en relation avec l'ensemble des communications qui se déroulent dans le système. On regarde l'ensemble des communications, les relations entre ces énoncés. Quatrième postulat, la perception et l'analyse d'un système de communication. Quand on perçoit un système, quand on le construit, ça suppose un cadrage pertinent, comme on le disait. Ça, c'est le postulat de départ. Il existe un cadrage pertinent. Et il existe donc des cadrages qui ne sont pas tout à fait pertinents. Donc, on peut arriver à ce cadrage pertinent par un découpage ou par un regroupement. Découpage, on va large, on découpe large ou on découpe plus fin. D'accord? Et on regroupe un certain nombre d'échanges. Il faut savoir quand s'arrêtent aussi les échanges, parce qu'on peut avoir des grandes séquences d'échanges. Où est-ce qu'on arrête? C'est-à-dire, où est-ce que la récurrence qui forme le système s'arrête? D'accord? Ça demande un peu de pratique. Et ça suppose aussi, dans cette perception-analyse d'un système de communication, que on peut construire un contexte pertinent et analysable. Hein, on peut faire ça. Enfin, cinquième postulat, la pertinence du cadrage. C'était la réponse à ta question, je t'ai dit je vais y venir, donc j'y viens. La pertinence du cadrage, elle est liée au problème à étudier. Ça peut être un problème familial, ça peut être un problème professionnel, ça peut être un problème personnel. Donc ça, c'est déjà lié au problème à étudier. Les cadrages ne seront pas les mêmes. C'est à construire pour chaque situation. Et là, on retrouve un peu la PNL. Il n'y a pas de théorème a priori, quoi. C'est chaque situation qui va nous permettre de dire, bon, ben là, ça va ou là, ça va pas. Il n'y a donc pas de découpage préconçu. Et la pertinence du cadrage s'évalue au fait qu'on est capable de construire un système cohérent qui correspond à ce qu'on observe en réalité. Et donc, qui est prédictif. Je répète cette notion qui est fondamentale en modélisation, puisque là, c'est vraiment de la modélisation, hein. On modélise des relations. La systémique, c'est que de la modélisation. Quelque chose peut être juste ou faux, ou vrai ou faux, mais ça, c'est pas un modèle. Un modèle, il est ni vrai ni faux, il est soit prédictif ou pas. S'il est bon, il est prédictif. Un modèle économique, s'il est bon, il va prédire le comportement d'une économie avec certains paramètres à montrer. C'est a priori pas ce qui se passe, mais enfin, ça devrait se passer comme ça. Un modèle informatique qui va prédire l'état d'une machine à un moment donné avec un certain nombre de paramètres montrés. Donc, si le modèle est bon, il est prédictif, c'est-à-dire il va permettre de prédire l'état du système à un moment donné. Donc, la pertinence du cadrage, c'est, on en est sûr quand on sait que notre représentation, notre modélisation, notre modèle, il va prédire de manière relativement fiable, hein, c'est pas non plus, mais enfin de manière relativement fiable, il va prédire l'état du système à un moment donné, quand il va y avoir les trois gugus qui s'opposent, enfin, etc. Et on va pouvoir dérouler la séquence avec ça. Et si ça fonctionne, c'est qu'on est dans un cadrage pertinent. C'est ça. Moi, j'avais ajouté une métacouche supplémentaire qui était, en fait, est-ce que je trouve un outil qui va me permettre de faire basculer de l'état problème vers l'état désiré? Mais ça, c'est quelque chose en plus dans un cadre de coaching, d'intervention et de changement. Ici, c'est pas nécessaire. On s'arrête au modèle prédictif. Alors après, j'ai parlé des 5 postulats, mais pour être très très clair, mais là, j'aurais sans doute pas le temps. Ça, c'est les 5 postulats dont on part quand on veut, enfin, qu'on est obligé d'accepter. C'est comme les postulats de la PNL, quoi, si tu veux, hein. Chaque communication a une intention positive, ça, c'est des postulats. Donc ça, c'est des actions, des postulats dont on peut partir quand on veut réussir cette tâche-là. Si on part pas de ces postulats, c'est même pas la peine. Ça sert à rien, autant faire autre chose. Après, il y a des principes. Les principes sont pas les postulats, c'est-à-dire la manière d'organiser les choses. Il y en a 5, enfin, il y en a même 7. Il y en a 5 chez Palo Alto.
je vais les donner rapidement, puis j'y reviendrai après, mais je vais passer aux questions après. Il y a le principe systémique qui est que les phénomènes isolés n'existent pas. Donc ça veut dire qu'on va s'intéresser, ce principe-là va nous permettre de nous intéresser, de nous focaliser d'abord sur les relations. Sur les relations, vraiment toutes les relations. Même s'il y a par exemple dans un groupe, mettons qu'il y a un groupe de 3 personnes, d'accord, et qu'il y a quelqu'un qui est silencieux. Dans un modèle systémique, on regardera toujours l'acteur silencieux. Parce que l'acteur silencieux, il a un rôle. Il est impossible de ne pas communiquer, comme disait Palo Alto. Donc l'acteur silencieux, il a un rôle. Évidemment, si on ne s'attache qu'au contenu des énoncés, l'acteur silencieux, par définition, il n'y a pas de contenu. Donc lui, zéro. Dans une analyse systémique, il est là, il intervient. Surtout si l'acteur silencieux, il a un statut. Par exemple, si une entreprise, c'est un chef de service. Mais lui, il communique énormément par son silence dans le système. D'accord. Donc, les phénomènes isolés n'existent pas et tous les acteurs sont là pour être modélisés dans les relations. Ensuite, le principe au niveau d'observation du cadrage, le deuxième principe, c'est que la compréhension de phénomènes donc doit être replacée dans un ensemble de phénomènes, tout le temps. Jamais de phénomène isolé, c'est ce qui découle du postulat, jamais de phénomène isolé. Et donc, on doit s'interroger à la fois sur la fonction de ce phénomène dans l'ensemble et son but. Le troisième principe, c'est le primat du contexte systémique, c'est-à-dire le sens est toujours en relation avec le contexte. C'est ce qu'on a déjà dit sous une autre forme, mais le sens est toujours en relation avec le contexte. C'est le fait que on va construire la signification, que le référentiel, c'est le système. C'est le contexte. Toujours le sens en relation avec le contexte. Et ensuite, il y a le principe homéostatique. Ce qu'on appelle le principe homéostatique, ça c'est en systémique classique, c'est que chaque système a ses propres règles de fonctionnement qui définissent une logique globale et qui arrivent à un équilibre. C'est-à-dire, ça permet au système de se reproduire. D'accord ? La fonction homéostatique, le principe homéostatique, c'est que le système se reproduit. En fait, il y a toujours deux catégories de buts à un système, de communication ou pas, mais de communication aussi. C'est le premier but, c'est ce qu'on appelle le bénéfice du système, son but, d'accord ? Et le deuxième but, c'est se reproduire, se maintenir et se reproduire. Le système, il devient quelque chose qui est auto-reproductif. C'est-à-dire qu'à la limite de ça, les gens savent même plus pourquoi ils s'engueulent ou pourquoi ils sont comme ça. Ils savent même plus. C'est une habitude, quoi. C'est un système qui se reproduit, un système qui est comme ça. Je vais pas t'atterrir dans un piège, mais quand tu dis se reproduire, c'est pour les systèmes qui sont qualifiés de vivants, et ça me fait penser à l'autopoïèse de Maturana, etc. Mais on va pas rentrer là-dedans. Oui, on va pas rentrer là-dedans c'est exactement ça, en fait. Parce qu'un système inerte, je dirais non vivant, la reproduction, je suis pas sûr que c'est d'application. Eh ben, t'es un ancien informaticien. Sans doute. Tu connais les virus informatiques. Oui. Mais c'est la métaphore du vivant, on n'est pas loin. Ah ben, c'est pas du vivant. Enfin, je ne sais pas comment tu es, mais je fais attention au temps et j'aimerais bien entendre les personnes qui sont là, si elles sont là, et si elles ont envie d'intervenir. Il y a deux autres principes, mais je vais les laisser pour la prochaine fois. Oui. Voilà. Non, mais c'est intéressant d'avoir les questions. Sauf si les intervenants le demandent, bien sûr. Non, mais après, on pourra ne te laisse pas faire, Richard. La prochaine fois, on pourra regarder une étude de cas particulière. Je pense que ce sera intéressant. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose Poser des questions. Dire votre désaccord. Votre désarroi. Votre désarroi. Votre désordre mental. Après tout ce que tu as raconté. Vas-y, Michel. Oui, ben moi, je peux parler de mon désarroi. Oui. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans tout ce que tu as dit. J'ai pas tout réussi. J'avais survolé, en effet, parce que j'ai pas réussi à tout le lire, le livre du recadrage dont tu parlais au début, parce que je l'ai trouvé flou. Oui, et Pardon. Et ça reproduisait pas la formation que j'avais eue sur le recadrage. J'y étais pas vraiment. Donc, je suis pas sûre de pouvoir bien les faire, mes recadrages. Donc, si tu veux, tu m'as apporté
tu m'as apporté des ouvertures, des possibilités. Mais j'ai besoin, en fait, d'études de cas parce que j'arrive pas encore à tout comprendre. Voilà, enfin, je vais regarder le replay parce qu'il y a des choses où j'ai pas tout saisi. Voilà, je dis franchement, j'ai pas tout mis en briques là, tu vois. J'ai pas réussi à faire la fondation véritable. Ben, moi, je trouve ça tout à fait normal parce que je suis pas allé jusqu'au bout de ce que je voulais faire, mais ça, comme d'habitude, j'aurais tendance à dire, puisque je voulais finir sur le cas général, sur au moins une étude de cas qui aurait mis en pratique ces éléments, parce que c'est très théorique. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est de regarder comment fonctionnait ce qu'on appelait un recadrage en PNL et ce que ça signifiait, parce que le livre au recadrage, je te confirme qu'il n'est pas clair du tout. Je l'ai lu au moins 5 fois. Et je l'ai lu une fois en anglais, c'est pareil, c'est la même soupe, hein. Donc eux-mêmes, je suis pas certain qu'ils étaient capables d'avoir une vision extrêmement claire de ce qu'ils faisaient. Tu vois, ils faisaient des trucs, mais est-ce qu'ils avaient une vision suffisamment claire pour pouvoir le transmettre? J'en suis pas certain du tout. Tu vois, ou alors c'était une façon peut-être de planquer des trucs, j'en sais rien. Enfin, je pense qu'ils n'avaient pas une vision très très claire de ça. Ils faisaient des trucs, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. C'était déjà beaucoup, mais ils n'avaient pas de recul là-dessus, je pense, suffisamment pour le transmettre. Donc c'est pour ça que c'est très flou entre les recadrages de contenu, de sens, on s'y perd, c'est une catastrophe. Mais ce que je voulais, au moins, je pense que tout le monde, ben j'espère que tout le monde, sinon posez-moi des questions, tout le monde a peut-être saisi que le mot recadrage en PNL ne signifie pas la même chose que le mot recadrage en systémique, Palo Alto ou analyse transactionnelle. C'est pas la même chose et donc ça nous perd parce que nous, quand on parle de recadrage, on parle de réinterprétation de la signification par rapport à un type d'énoncé, pas par rapport à un ensemble. Un type d'énoncé ou alors une relation avec un énoncé et un contexte. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est pour ça que c'est très difficilement utilisable en situation collective. Le recadrage en PNL, en situation collective, c'est extrêmement compliqué, puisqu'il faut faire des recadrages, je veux dire, individuels, tu vois. Donc ça marche pas, c'est plus du collectif, c'est de l'ajout de l'individuel, c'est pas ça le collectif. Donc déjà ça, j'espère que ça c'était clair. Et pour faire du recadrage vraiment collectif, il faut avoir d'autres postulats et un autre type de méthode. Voilà, tout simplement. Et donc cette notion de cadre, ben, elle est particulièrement flou en PNL parce qu'on voit pas le cadre, quoi, en fait. Enfin, c'est très, très vague, quoi. Alors que la notion de cadrage dans la systémique, c'est vraiment le morceau d'expérience que tu prends, que tu construis. C'est vraiment un morceau d'expérience que tu construis. Tu dis, je m'arrête là ou je m'arrête pas là. Et à l'intérieur de ça, je regarde les relations. Mais après, je suis d'accord avec toi que dans la méthode, j'ai pas dit grand chose, puisque là, je me suis arrêté aux 5 principes, mais il nous reste un certain nombre de choses à voir. Et puis après, à l'appliquer dans des cas particuliers, quoi, des cas précis, collectifs. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ce que tu as expliqué, effectivement, pour moi, ce qui m'apparaît clairement ce soir, c'est qu'effectivement, ce terme recadrage n'est pas adapté et que c'est plus une connexion de la chose dite avec la signification et après, simplement, on remplace cette connexion avec une autre connexion. Tout à fait. Mais un cadre, il n'y en a pas parce qu'au départ, je me faisais la confusion. Est-ce qu'on parle du contexte quand on parle du cadre? Mais non, on ne parle pas du contexte quand on parle du cadre. En fait, on donne une signification à une chose dans un contexte et éventuellement on va changer ce contexte pour changer l'association et avec tout ça il y a jamais de cadre effectivement. Non, donc ça je trouve que c'est intéressant et aussi ce qui est intéressant c'est de rester attentif dans notre petite microchirurgie linguistique du recadrage, de faire attention. Mais oui, mais je suis en train d'agir sur un système plus vaste et en fait, ce que je fais là va peut-être revenir au point de départ parce qu'il y a homéostasie ou bien simplement ça a du sens et peut-être que c'est la petite phrase qui va quand même déclencher le déséquilibre qui va amener le système au changement. Je n'en sais rien, mais c'est important quand je fais le recadrage. Enfin, moi, j'ai toujours avec la casquette d'intervenant dans l'accompagnement. Donc, quand je fais le recadrage, est-ce que cette recadrage va retomber à plat parce que tout simplement, elle n'est qu'un petit élément dans un flux d'interaction, ou bien est-ce que cette phrase-là va avoir assez d'impact pour provoquer un déséquilibre du système et faire que le système va être nécessairement différent.
Et dans ce cas-là, ça peut fonctionner, bien sûr. Le recadrage individuel, je me rappelle, c'était une fois, j'étais en intervention de groupe et c'était complètement anodin, mais le responsable du service avait parlé de dire, tiens, mais voilà, on fait, c'était team building, hein, c'est toujours les grands termes à la mode, et il dit, voilà, moi, ce qui est important dans cette journée, c'est que on prenne conscience de passer d'un groupe à un team. Bon, c'est du franglais, soit, mais ça avait plein de sens et ça a complètement coloré tout le travail qui a été fait après et c'était vachement intéressant, quoi. Parce qu'après, et c'est là qu'on voit que ça fonctionne, c'est que ce recadrage qu'il a proposé spontanément, en fait, a été récupéré et est intervenu, a été répété de multiples fois à travers les différents acteurs du groupe. Et c'était un groupe, il y avait au moins 25 personnes, je crois. Et cette phrase est revenue tout le temps. Donc on voyait très bien qu'il a réussi à influer le système pour que, dans ce cadre-ci, la démarche d'apprentissage a été utile et orientée dans une certaine direction. Et ça a été utile, avec une seule phrase. En fait, mais bon, je voulais en parler, puis j'ai pas le temps, mais ça fait rien. Mais ce que tu dis se réfère très précisément à ce que dit Palo Alto dans le changement de type 1 et de type 2, qui est quelque chose qu'on peut pas appréhender avec les outils de la PNL. C'est-à-dire le changement de type 1, c'est, comme tu disais au début, la petite phrase qui va faire changer la personne, mais les autres vont s'adapter. Le système va continuer. C'est-à-dire que bon, ben, il va y avoir un changement de sa personne, il va se décaler un peu, si tu veux, dans le système des relations, mais les autres relations vont s'adapter pour que le système continue. Et donc, ben, de toute façon, après, il y a faire plus de la même chose, comme il dit. C'est-à-dire, tu vas, et puis les autres vont s'adapter, et le système, lui, il continue. Et après, tu as le changement de type 2 qui consiste justement à intervenir sur le système, c'est-à-dire à intervenir sur les types de relations, à peut-être faire changer de rôle la personne si on a identifié un rôle. Par exemple, la personne, elle est tout le temps en train de sauver quelqu'un, tu vas dire, maintenant, tu fais rien, t'arrêtes, tu fais rien, tu sauves personne. Et là, forcément, le système va changer. Parce que s'il y a un rôle de sauveur, c'est sur les rôles qu'on va souvent, enfin pas toujours, mais qu'on va assez souvent pouvoir faire des leviers. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a un rôle et que tu lui dis il est sauveur, non. Alors, peut-être ça peut nécessiter un changement au PNL, ça. C'est-à-dire que le changement du système va nécessiter un changement de la personne. Et donc là, c'est une intervention PNL, c'est plus une intervention systémique. C'est pourquoi tu as besoin d'être sauveur. Bon, alors là, il va y avoir un petit changement à faire. Mais après, la personne va plus sauver quiconque. Et le système va être obligé de changer. Ouais. Et sinon, ça marche plus. Là, il y a un truc, il y a un fonctionnement qui passe plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est le changement de type 2, c'est-à-dire c'est le système qui change. Alors parfois, il change, mais pas en mieux. Enfin, souvent, c'est un peu en mieux quand même. Parce que quand il y a un dysfonctionnement, un blocage, ça fonctionne quand même un peu en mieux. Mais je vois une autre application qui me vient là maintenant. C'est une personne qui va dire se plaindre parce qu'elle est persécutée. Et là, on retrouve le triangle de Karpman, mais qui va dire c'est elle qui ou c'est lui qui tout le temps ou ne me fait pas ou m'interdit ou me pousse. Enfin bref, tout ce qu'on veut. Et simplement remonter au niveau du système qu'on amène la personne qui vient se plaindre que la cause est à l'extérieur à être tout d'un coup à l'intérieur du système en disant, tu sais, comme persécuteur, il a besoin d'une victime ou sinon son système ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que toi tu fais qui rend possible ce triangle en fin de compte? Et ça amène en élargissant à réinclure la personne et elle retrouve une capacité d'action par rapport à la problématique qui est posée. Mais tu vois, quand on parle de cadrage, moi, tout de suite, dans ce que tu me dis, je vois qu'il manque quelque chose dans le cadre. Il manque le sauveur. Il faut vérifier si la personne ne se fait pas persécuter parce qu'elle a besoin d'être sauvée. Ce qui est aussi une possibilité. C'est pourquoi elle consulte la plupart du temps. Et voilà. Et donc, il faut pas tomber dans le panneau en disant, écoutez, donc, vous êtes une pauvre petite victime, je vais vous aider, et à ce moment-là, le triangle est complet. Et si c'est le cas, parce qu'il faut l'avoir vérifié, oui, mais si c'est le cas, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller demander à la personne qui la sauve, de dire surtout maintenant, vous arrêtez. Donc cette notion de cadrage, elle est effectivement fondamentale.
Après, il peut y avoir plein de choses. La personne a peut-être besoin aussi de se faire persécuter parce qu'elle a besoin de se faire motiver. Enfin, j'en sais rien, moi, tu vois. Au départ, les significations sont tellement ouvertes qu'il faut regarder comment le système fonctionne et quelles sont les récurrences et quel est le point d'entrée, quel est le point de sortie. Ok. Ça va, ça parle pour les autres, oui. En tout cas, on va en rester là parce que je sais que tu continueras à l'infini, mais c'est ça. Le temps est le temps, donc il faudra bien s'arrêter, mettre un cadre de temps, hein, mettre un cadre de temps, dont j'en suis le gardien. Mais je le préserve avec grande attention. Il me reste à te remercier, Richard. Au départ, je me dis, on est en train de s'enfoncer, je suis en train de me perdre. Alors s'il me perd, il doit en perdre d'autres. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on retrouve la tête hors de l'eau. Et moi, en mon sens, véritablement, j'ai cette notion de cadre, ce mot recadrage qui a pris une nouvelle signification grâce à ça. Rien que pour ça, moi, je suis content, mais bon. Dans le prochain, s'il y a un prochain, je propose un prochain, on fera vraiment pour tout le monde on travaillera sur des cas et on regardera ce que sont ces rôles, ces interactions sous forme de modèles. Là, je projetterai des choses. Ouais, ça m'a l'air d'être un bon plan. Voilà. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Ouais. Merci. Oui, tout à fait. Ben, super. Merci beaucoup, Richard, encore une fois. Merci à tous les participantes et participants qui restent encore d'avoir participé à l'expérience. Sans vous, ça serait pas possible, tout simplement. Même si vous n'avez rien dit, hein, on sait très bien que dans un système, l'acteur qui ne dit rien joue un rôle très important. Ça a été dit et redit plusieurs fois. On va rester sur ça et passer une bonne fin de soirée et ça va être enregistré, donc retransmis pour... parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de choses et c'était très dense. Et comme dit mon fils, merci d'être venu parce que si vous n'étiez pas venu, eh ben, il n'y aurait eu personne. Ça m'a l'air tout bon. Allez, salut, bonne soirée, au revoir. Salut. Ciao, ciao. Merci, au revoir à tous.